Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. André Moutou, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Montpellier depuis la fin des années 60. C'est d'ailleurs une ville dont vous avez été conseiller municipal entre 83 et 89. Mais vous êtes né à Tlemcen en 1944 et vous avez grandi à Oran. Comment décririez-vous le Oran des années 50 ? Difficile à dire, mais en fait, je pense que personne ne peut décrire une ville de la même façon. C'est-à-dire que, Oran était une ville à majorité européenne, c'était la seule grande ville d'Algérie à majorité européenne. Donc, c'est une ville où on vivait relativement entre Européens. Voilà. Moi, j'ai été en classe, j'avais des Européens, ça veut dire d'origine française, d'origine espagnole, d'origine maltaise, un peu mélangé. Mais dans les années 50, Oran, c'était un morceau de France, quoi, en fait. Hein. C'est un morceau de France. Avec finalement même la culture française, le cinéma, je me souviens, le premier, voilà. Mais donc, aujourd'hui, ça paraît un peu difficile à dire, mais c'était pas une ville algérienne. On pourrait dire aujourd'hui que c'était pas une ville algérienne. Alors, les Arabes les musulmans étaient dans un secteur de la ville auquel on avait assez peu accès, enfin en tout cas moi. Et voilà, donc je dirais un morceau de France, mais l'esprit pied noir, on dirait, ne m'a jamais convenu. Voilà, moi je me suis toujours ressenti un décalage, surtout d'ailleurs vers la fin, la guerre d'Algérie, tout ça, mais il y avait quand même un esprit différent, cet esprit pied noir un peu m'as-tu vu, un peu machiste, etc. Assez vite m'a assez agacé. Et donc, à partir du moment où j'étais un peu plus grand, bien sûr, pas quand j'avais 8 ans, mais quand j'étais au lycée, tout ça, voilà, j'ai commencé à me sentir un peu en décalage par rapport à cette et on avait une culture très très française, voilà, ça c'est au point de vue littérature, musique, etc. Voilà. Quand vous dites nous, vous parlez de votre famille, donc d'origine juive. Et depuis quand était-elle installée en Algérie ? Alors nous, comme beaucoup, une bonne partie des Juifs d'Algérie sont des séfarades, ils viennent d'Espagne. Donc ma famille venait d'Espagne, autour du 14e, 15e siècle, par là. Et voilà, donc c'est lointaines origines espagnoles, mais les séfarades et les Juifs qui étaient là déjà avant, qu'on pourrait appeler les Juifs berbères, se sont quand même relativement fondus. Et donc, il y avait pas, à ce niveau-là, il n'y avait pas trop de différence, alors que dans d'autres pays, comme en Tunisie, par exemple, il y avait encore des différences qui étaient marquées. Pas tellement en France. Et alors, nous faisons partie de ces fameux juifs du décret Crémieux. C'est-à-dire que, grâce au décret Crémieux, nous avons été intégrés très rapidement dans la communauté française. Et voilà. Et donc, évidemment, si vous voulez, c'est un peu particulier, puisque mes grands-parents maternels étaient déjà instituteurs. Ma mère est institutrice, mon père lui-même a fait des études inspecteur des impôts, donc on est dans une famille de fonctionnaires, donc tout à fait intégré à la France, bien entendu. Et nous avions quelque peu abandonné un peu ces racines arabo-musulmanes, voilà, sur lesquelles on avait pris beaucoup de distance. Voilà. Et c'est le cas quand même d'une bonne partie des Juifs d'Algérie. Et en plus, nous avions une relation distante avec la religion, nous-mêmes, dans notre famille. Donc voilà, c'était. Cela dit, en Algérie, on vivait quand même de façon relativement communautaire. C'est-à-dire que les contacts avec les autres communautés, elles n'étaient pas tellement dans la vie privée. Voilà, elles étaient à l'école, tout ça bien sûr, mais on se mariait très peu de mariages mixtes, de mariages entre nous, et donc voilà. Et puis donc plutôt en famille, et donc assez peu de contacts. Disons au moins je serais dans la fin des années 50. Avec les autres communautés. Comment votre famille a réagi au début de la guerre ? Alors la guerre d'Algérie.
Oui, alors, là aussi, c'est très, très particulier, mais comme nous étions très, très intégrés aux Européens, il y avait quand même une ambivalence, parce que, bon, nous étions une famille de gauche, globalement, pour dire, puisqu'on était vraiment laïque, de gauche, etc., très ancrés dans la République, la hussarde noire de la République, hein, mes grands-parents, ma mère. Donc on avait quand même ce côté d'humanisme. En même temps, il y avait ce côté, on est sorti du monde arabo-musulman dans lequel on était dhimmi, c'est-à-dire qu'on était inférieur. Et grâce à la France, on est devenus les Français à part entière, l'égalité, etc. Donc la peur que tout soit remis en cause éventuellement. Et, et en plus, bon, du côté de mon père, par contre, lui, il parlait bien arabe et il avait fréquenté beaucoup les Arabes, parce que son père travaillait avec les Arabes. Donc, une connaissance quand même du monde arabe. Mais voilà, cette distance, si vous voulez, qui s'est créée, qui faisait que, bon, on était, alors, surtout à partir de 57, 58, bon, il y a eu des mouvements, et il y avait quand même des mouvements assez importants, enfin, des gens qui venaient de l'extrême droite, dans les mouvements Algérie française. Et ça nous a posé problème à certains moments, parce qu'on se rappelait, mes parents se rappelaient la période de Vichy, bien sûr, où ils avaient été touchés par la loi de Vichy. Et donc, notamment, à partir de l'OAS, etc., là, on pouvait pas adhérer à l'OAS, parce que c'était une violence, et puis, en plus, parce qu'il y avait une partie d'extrême droite. Donc, en fait, on était très partagés, et on a mis quand même longtemps à se rendre compte qu'il fallait partir. Voilà, c'était comme beaucoup d'Européens en Algérie, on disait est-ce qu'il faut partir? On a pris conscience relativement tardivement qu'il fallait quitter l'Algérie. Moi personnellement, j'ai pris conscience au lycée à partir de 16 ans par là que notre position était intenable en Algérie, qu'on pouvait plus rester, et qu'on avait fait des choses en Algérie qui n'étaient pas normales. On pouvait pas avoir deux communautés côte à côte, dont une qui n'avait pas les droits. Enfin bon, c'était pas possible. Donc moi là, j'étais en désaccord avec la majorité de mes collègues au lycée. Donc, disons, à partir des années 60, on a compris qu'il n'y aurait pas d'avenir pour nous en Algérie, même si on était favorable à l'indépendance, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, mais que nous ne pourrions pas y rester. Voilà. Qu'est-ce que le conflit a changé à la vie quotidienne de votre famille ? Alors, la vie quotidienne, d'abord, on bougeait plus de rang, pratiquement. Hein. On avait de la famille encore à Tlemcen. Je me souviens qu'on allait encore à Tlemcen dans les années 50, 53, 54. On bougeait, on avait une voiture. Parmi ceux qui avaient une voiture à l'époque, c'était quand même pas... Je me souviens qu'on avait même fait un voyage à Oujda. Alors, Oujda, c'était le Maroc. Et bon, à partir de 55, 56, plus beaucoup. On allait très peu à Tlemcen. Tlemcen était très secoué par le conflit. Oran, c'est arrivé un peu plus tard, parce que comme c'est une majorité européenne. Enfin, si vous voulez, Oran même, il n'y avait pas eu trop de problèmes à ce moment-là, mais on ne bougeait pratiquement plus. Nous venions d'ailleurs déjà en France en été, puisque mes grands-parents avaient acheté une maison en France. On venait là-bas assez souvent. Donc, oui, moi les souvenirs, si vous voulez, c'est que à partir des années 54-55, c'est que là, on n'était pas dans une situation normale. Voilà, on était d'ailleurs tout tourné autour de la guerre, de la discussion, et puis ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Bon, on apprenait les attentats qu'il y avait à Alger, qu'il y avait de temps en temps des bombes bon. Et à partir de 60, sur les 2 dernières années, alors là, ça a été vraiment terrible, puisque à Oran, c'était la guerre civile, puisque l'OAS était très puissante, et ça a été complètement la guerre civile, avec couvre-feu, etc. Donc là, une vie absolument impossible. Ça a vraiment changé ces 2 dernières années de la guerre, très nettement. Et d'ailleurs, vous-même, vous faites le choix de partir à l'été 61, après le putsch, parce que vous ne supportez plus l'ambiance. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, bon, moi, j'étais programmé pour faire des études supérieures. Voilà, dans la famille, il fallait mon père avait déjà fait... et mon père avait fait une licence en droit à Toulouse. Donc déjà, il n'avait pas choisi Alger, où il y avait une université. Donc, en fait, il se trouve que plus ou moins dans la famille, nous avions des attaches en France. On avait donc un oncle qui était parti dans les années 30, qui était installé à Paris. On avait de la famille qui était installée à Aix-en-Provence depuis déjà un certain nombre d'années.
Donc, je pense que la discussion n'a pas été même à ce niveau-là. Il n'était même pas question que j'allais faire des études à Alger. Mes études, j'irais les faire à Aix-en-Provence. C'était pratiquement décidé. Bon, en plus, c'était, je vous dis, moi, c'était en 61. Donc déjà, à ce moment-là, je pense qu'on avait compris qu'on ne pourrait pas avoir d'avenir là-bas. Donc, je pense que c'était plus par un attachement viscéral à la France que par vraiment dire, bon, on ne se sent pas bien en Algérie, mais on avait cet attachement à la France. Et les études supérieures, c'était la France. Voilà, c'était la France. Et ça a été Aix-en-Provence où nous avions déjà des attaches. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais du coup, donc votre famille reste à Oran pendant que vous êtes en France. Et c'est le moment où c'est le plus terrible, 61-62. Comment vous vivez cette tension à distance? Alors oui, ça a été une année terrible. Bon, ce qu'on appelle l'année terrible, 61-62. Moi, je suis retourné pour les vacances de Noël 61. Donc, mon dernier départ d'Algérie, c'est le 16 janvier 1962. Et alors là, c'était terrible. Bon, j'ai assisté à un lynchage d'un arabe en bas de chez moi. Enfin, mon père nous racontait aussi des trucs, il se passait des choses partout, des attentats. L'OS faisait des trucs partout. Bon, alors là, vraiment, l'ambiance de guerre civile par rapport à France, où je venais, à Aix, bon, ouais, voilà. Là, on est dans un monde différent. Et bon, avec ce couvre-feu, il fallait rentrer à 7h du soir. Enfin bon, c'était vraiment infernal. J'avoue que j'étais très content de repartir. Même que l'OS, d'ailleurs, commençait déjà à dire « ne partez pas », et surtout les jeunes. Alors, mes parents avaient beaucoup de peur que l'OS nous intervienne à l'aéroport, etc., pour empêcher les jeunes de partir. Voilà. Donc, en fait, oui, ça a été terrible. Moi, j'étais loin, donc on arrivait à se téléphoner. On savait pas très bien ce qui se passait. Alors, en plus, moi, j'en avais rajouté, comme toujours, c'est que j'étais devenu militant à l'UNEF, et j'étais donc militant à l'UNEF, c'était à l'époque le syndicat étudiant qui était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, mes parents me disaient, tu vas nous faire tuer s'ils apprennent que tu donnes... Bon, j'avais un peu rajouté de l'angoisse. Mais bon, ça a été une année d'angoisse complète jusqu'à ce qu'il rentre, c'est sûr, c'est certain. Quelle était la perception en métropole du conflit, puisque vous côtoyez les oui, alors, en métropole, évidemment, bon, la France était divisée globalement. À partir de... Parce que quand je suis arrivé, moi, globalement, les Français en avaient marre de la guerre d'Algérie. Il faut être clair. D'ailleurs, De Gaulle a surfé là-dessus. Voilà, bon. Donc moi, j'étais dans le milieu étudiant, qui était divisé. J'étais à la fac de droit. La fac de droit était majoritairement à droite. Et j'avais donc adhéré à l'UNEF. J'étais donc dans les militants. Et je pense que le conflit, je pense que les gens attendaient que ça se finisse. Voilà, c'était clair. Et donc en 62, votre famille quitte l'Algérie. Dans quelles conditions ça se passe? Alors, ça se passe dans des conditions assez rocambolesques, comme pour tout le monde. D'abord, nous, on était à Aix et on a vu arriver, petit à petit, les mots de famille qui arrivaient. Mon frère qui est arrivé avec des cousins qui étaient militaires, donc ils ont pas. Ouais, on a vu des cousines de ma grand-mère qui venaient d'Alger, qui sont arrivés. On voyait un peu l'exode. Hein. Ils arrivaient sans rien, avec 2 valises, etc. Bon, voilà. Bon, et ils passaient à Aix, ils passaient. Bon. Et alors mes parents donc étaient à Oran donc en 62, au moment où ça, un peu avant l'indépendance, c'était terrible. On avait un cousin de ma mère qui était ingénieur en chef des ponts et chaussées, et qui avait été à Oran et qui était ingénieur en chef à Tlemcen. Et lui, il leur a dit, alors venez à Tlemcen, qui était devenu plus calme. C'était parce qu'il n'y avait pas d'OAS. Enfin bon, à Oran, c'était le conflit OAS-FLN qui était terrible. Et donc, ils ont réussi à partir à Tlemcen, et mon cousin donc a réussi à les faire rentrer dans un avion qui ramenait les enseignants. L'État avait mis à disposition un avion pour les enseignants qui avait fait passer le bac un peu à l'avance. Et donc, ils sont arrivés le 27 ou le 28 juin, enfin quelques jours avant l'indépendance. Et nous n'avons plus de nouvelles. C'est-à-dire que ça aussi, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça paraît avec les téléphones. Mais là, pendant plusieurs jours, on n'a plus de nouvelles. On ne savait plus ce qui se passait. Ils nous ont téléphoné de Marignane. Voilà, ils ont téléphoné chez ma grand-mère avec qui j'étais à Aix, en disant, on est à Marignane. Vous pensez bien le soulagement et la joie que c'était de les avoir reçus. Voilà, ils ont réussi. Alors, comme mon père et ma mère étaient enseignants, ils ont eu un poste, parce que mon père a été nommé à Avignon à ce moment-là. Donc, en plus, ils ont pu rester dans le Midi. Voilà, c'était l'idée demande de tous ceux qui venaient d'Algérie, mais tout le monde n'a pas un poste dans le Midi. Voilà. Et bon,
d'après ce que vous m'avez décrit auparavant, vous n'avez pas vraiment eu de difficultés d'intégration. Alors, on n'a pas eu de difficultés d'intégration, d'abord parce qu'on avait une culture extrêmement française, et parce qu'on était issus de fonctionnaires, ce qui était le cas de beaucoup dans le monde juif, je dirais, il y avait quand même pas mal de juifs qui étaient fonctionnaires, du fait qu'ils étaient devenus français, et ça change un peu les choses, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à chercher à reprendre un commerce, etc. Donc, ça a été relativement facile. Nous avions déjà des attaches en France. Donc, on peut dire que quand même, pour nous, l'intégration a été relativement facile, malgré quelques petits problèmes par-ci par-là. Mais moi, j'ai eu des problèmes plutôt avec les pieds noirs qui sont rentrés et qui ne me pardonnaient pas d'avoir été militant pour l'indépendance de l'Algérie. Là, j'ai eu très peur à certains moments, je peux vous dire. Et comment cette histoire, vous l'avez transmise au sein de la famille, à vos enfants? Transmise ou pas, d'ailleurs? Alors, je dois dire que pendant un certain nombre d'années, on n'en parlait plus trop. Hein. On n'avait pas vraiment une nostalgie. Enfin, il y avait quelques éléments de nostalgie, mais pas trop. Et en fait, la transmission s'est faite après, petit à petit, avec mes enfants qui sont nés, eux, en France, tout ça, en leur expliquant ce qui s'était passé. Mais j'ai toujours essayé, en ce qui me concerne, de passer la mémoire des Juifs d'Algérie. Puisque je refuse de me dire pied noir, j'aime pas ce mot. Enfin bon. En tout cas, il s'applique pas à nous, puisqu'on était là-bas depuis bien avant l'arrivée des Français. Et donc, j'ai essayé toujours de bien spécifier que nous étions, nos origines, pourquoi et comment on avait vécu ça. Et voilà, donc, je dirais que depuis quelques années, moi, je suis à nouveau revenu là-dessus, puisque j'essaye de faire des exposés, des conférences sur ces histoires des Juifs d'Algérie, notamment, dans le milieu associatif, dans le milieu familial et autres, justement pour essayer de revenir un peu sur cette histoire qui n'est pas très connue, quoi, c'est sûr. En tout cas, il y a une chose, c'est que moi, je ne suis jamais retourné en Algérie, donc ça, c'est bon. Alors que certains membres de ma famille y sont retournés. Et j'avoue que j'ai jamais eu vraiment envie d'y retourner. Ça, c'est peut-être une interrogation, mais c'est comme ça. Pourquoi? Je sais pas, je crois que... Alors, en général, je finis toujours mes exposés par une formule en disant j'ai tourné la page sans l'avoir déchirée. C'est-à-dire que je veux bien revenir sur cette histoire, puisque j'en fais même des exposés, etc., je le discutais. En même temps, j'ai tourné la page. Ça veut dire que ma vie, en fait, depuis, elle s'est faite en France, et donc, j'ai pas une nostalgie, et surtout, peut-être aussi, de revoir une Algérie que je reconnaîtrais pas, qui n'est pas celle que j'ai vécue. Mais il y a des gens dans ma famille qui sont allés et qui regrettent pas aussi voilà, bon. On le disait en introduction, vous êtes installé à Montpellier à la fin des années 60, et Montpellier est une ville qui a accueilli beaucoup de rapatriés, beaucoup de harkis. Comment vous avez vu la ville changer à ce moment-là avec ce nouvel afflux de population? Alors oui, la ville a changé. Moi personnellement, donc j'ai jamais été intégré aux associations de pieds noirs, etc. Puisque voilà, je militais ailleurs, hein, je militais dans des organisations syndicales, politiques et autres. Mais la ville a changé, oui. Puisque moi je suis arrivé en 68, donc les Européens d'Algérie étaient déjà là, mais la ville a changé. Notamment, il faut reconnaître que les commerçants, les artisans, les industriels d'origine algérienne, qui venaient d'Algérie, ont quand même beaucoup fait pour le développement de la ville, parce qu'il fallait qu'ils redémarrent, il fallait qu'ils trouvent des moyens, il fallait qu'ils trouvent des nouvelles idées, il fallait qu'ils s'installent et qu'ils fassent leur retour. Montpellier était une petite ville à l'époque très provinciale où c'était pas évident, hein. Il fallait faire son trou. Et donc, il fallait arriver, il fallait trouver des choses un peu innovantes, etc. Et je crois que ça a été quand même très bénéfique à Montpellier, je pense. Et ça, moi, je l'ai vu transformer au fur et à mesure, bien sûr. Pas uniquement sous l'influence des gens qui viennent d'Algérie. Montpellier a changé aussi parce qu'il y a eu IBM, parce qu'il y a eu la recherche, parce qu'il y a eu un grand homme comme Fresh qui a su, en fait, prendre le train en marche et développer, alors que Dalmas c'était plutôt l'ancienne ville un peu tranquille. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont joué, mais c'est vrai que je pense que l'arrivée des Européens d'Algérie a été quand même dans l'ensemble bénéfique à Montpellier. Est-ce que vous avez un ou deux exemples précis? Vous m'aviez parlé, je crois,
du fait qu'il n'y avait pas de restauration rapide en centre-ville avant leur venue. Oui, tout à fait. Oui, ça c'était particulier. Ben oui, il y avait à Montpellier, moi quand je suis arrivé, vous alliez dans un restaurant et vous fallait vous installer pendant 2 heures, manger le pot-au-feu ou le truc comme ça. Bon, et c'est eux qui ont instauré la restauration rapide, mais bonne. Enfin, c'est notamment rue de Verdun, là, puisque maintenant j'y habite d'ailleurs, ce qu'on appelait l'assiette au bœuf à l'époque, qui était la famille Partouche, qui est très très connue sur Montpellier. Et ben c'était nouveau. C'est nouveau. On arrivait à manger très bien en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Je veux dire, il y avait qu'eux qui ont pensé à ça. Je veux dire, personne d'autre n'avait pensé à ça. Et je me souviens que même à l'époque, je siégeais au conseil des prud'hommes, donc salarié, mais j'avais avec moi un employeur qui était justement restaurateur, lui était à la Grande Motte. Et je lui ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de restaurant rapide à Montpellier? Il m'avait dit simplement, il y a pas de clientèle pour ça. Il s'était complètement planté. Il s'était planté. Non, mais maintenant, il y en a trop. Voilà. Mais vous voyez, donc, je veux dire, voilà, je pense que c'est bien l'idée. Eux, ils étaient ancrés dans une idée très particulière. Il y a la clientèle habituelle et tout. Et un certain nombre de gens qui sont venus d'Algérie ont dit, ben non, il faut bouger. Il doit y avoir une autre clientèle. En plus, Montpellier change. C'est plus uniquement les grands bourgeois qui viennent s'installer 2 heures au restaurant. Et voilà un exemple typique de ce que j'ai vu faire dans la ville. Et donc, vous avez pu aussi, j'imagine, aller sur le terrain et voir la situation particulière de l'habitat des harkis. Alors oui, je me suis pas intéressé spécialement à ça, mais on n'en parlait pas trop au début, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que c'est sorti relativement plus tard. Ils étaient un peu à l'extérieur, les harkis, donc on les voyait pas trop. Et en fait, moi, j'ai retrouvé en fait des descendants de harkis après en travaillant avec l'association franco-maghrébine, Coup de Soleil, etc. Vous connaissez, et qui dans lequel il y a des jeunes descendants de harkis qui sont retrouvés avec d'autres venant d'Algérie. Mais oui, je pense que là, avec la harki, c'est une situation qui a été inacceptable. Mais je reconnais que on en parlait relativement peu et que c'est sorti finalement autour des années 80 par là. Voilà. Mais certains d'entre eux ont quand même finalement réussi à sortir de leur camp là où ils étaient et à réussir dans la vie professionnelle, ce qui était remarquable aussi, bien sûr. Ouais. Quel regard portez-vous sur l'Algérie d'aujourd'hui? Alors malheureusement, je pourrais dire malheureusement, mais c'est toujours difficile de dire ça, de dire qu'on avait... on savait de toute façon que nous, on ne pourrait pas y rester, parce que il y avait le poids de l'islam, ça c'est qui n'est pas qu'en Algérie, mais partout, et qu'on ne se sentait pas de vivre dans un pays comme ça. En fait, le gros problème, à mon avis, de l'Algérie, mais est-ce que ça pouvait être autrement? C'était la victoire du FLN et du Parti unique. Quand on a vu, nous, que ceux qui avaient signé les accords d'Évian ont été, Ben Reda, Fares, etc., Ferhat Abbas et tout ça, ont été finalement exclus pour des gens comme Ben Bella, Boumediene. Bon, là, on s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? D'ailleurs, pas mal de gens qui étaient restés, puisqu'il y avait 150 000 Européens qui sont restés, ils sont partis les uns après les autres. Donc, si vous voulez, c'est un peu le problème de presque toutes les colonies, les anciennes colonies, elles n'ont pas pu instaurer un régime démocratique. Alors, est-ce qu'elles pouvaient pas? On ne sait pas. Mais l'Algérie qui avait quand même... moi, l'Algérie avait quand même des moyens. Alors, bien sûr, ils ont perdu les cadres qui étaient européens. Mais ils avaient quand même le pétrole, ils avaient quand même tout ce qu'on avait laissé, les routes, les chemins de fer, les trucs qu'on n'avait pas construit pour eux, construit pour les Européens. Mais enfin bon, ils l'avaient. Et donc, ils avaient quand même, peut-être plus que d'autres anciennes colonies, ils avaient peut-être des possibilités qui ont été largement accaparées par l'armée, par le FLN, etc. Et donc, ils se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Mais c'est avec regret que je vois ça. Mais, alors, c'est ce que je disais d'ailleurs à mes collègues à l'époque quand ils disaient « Mais oui, tu verras, ils ne sauront pas se débrouiller. » Je dis « Mais c'est leur problème. C'est leur problème, c'est plus le nôtre. Après, ils font ce qu'ils voudront de leur indépendance. Mais c'est pas à nous à leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est tout. Alors après, on peut le regretter, on peut dire que évidemment, ça aurait pu se passer autrement. Peut-être d'ailleurs que si on avait fait la paix plus tôt, ça serait peut-être passé autrement. Le Maroc, par exemple, a pu se développer un peu différemment. Voilà. Mais parce qu'il n'y avait pas le même truc. Mais bon, mais là, oui, c'est comme ça. C'est un choix, plus ou moins. Enfin, c'est un choix. Même pas un choix, parce qu'on n'aura jamais trop demandé leur avis. Hein. C'est un choix imposé. Mais bon, voilà. Et qui s'est finalement relativement mal passé, a priori, quoi. Voilà. Notre entretien touche à sa fin. Qu'est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer, pour conclure?
Non, je crois que, en fait, je peux dire peut-être que chaque histoire est personnelle. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des histoires différentes, des positions différentes, que certains ont beaucoup de nostalgie. Moi, pas tellement. Comme je l'avais dit, je me sentais pas très très bien là-bas. Donc, j'ai pas vraiment de nostalgie, à part dans les souvenirs à la mer, où elle était chaude, pas comme ici. mais je veux dire que, bon, voilà, moi, je reconnais que c'est une histoire un peu particulière, et qui fait que, mon avenir après s'est développé en France, et mon destin s'est développé en France, et voilà, c'est tout. Donc, je veux dire, voilà, je suis issu de milieu d'Algérie, des Juifs d'Algérie, avec une histoire particulière, sur laquelle je reviens assez régulièrement, mais en même temps, c'est en France que j'ai bâti ma vie après. Voilà, tout simplement. Merci, monsieur Mouton. Merci, à vous. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.